Bonjour, aujourd'hui mardi 8 décembre, nous nous retrouvons pour ce cours numéro 7 de Regard croisé sur le chômage et qui va nous permettre de terminer ce premier paragraphe plutôt d'histoire sur la notion d'histoire socio-économique. Alors, la fois dernière, nous étions installés plutôt depuis les années 80 à aujourd'hui, centrés sur l'éclatement du chômage, un retour vers l'individualisation des situations, qui sera le point sur lequel nous terminerons la séance. Nous avions montré que la normalisation de l'activité issue des 30 Glorieuses était quand même déstabilisée, même si le CDI restait à temps complet, restait la norme d'emploi. Le chômage était un phénomène social global, une catégorie sociale globale de moins en moins opérationnelle, et nous avions, avec un graphique que nous avions commenté, nous avions suivi la notion de halo du chômage, avec nos trois cercles de plus en plus imbriqués entre la situation d'emploi, la situation d'inactivité et la situation de chômage. Alors, pour poursuivre aujourd'hui, conséquence de ce halo du chômage, nous allons voir cette individualisation du chômage, mais également des interventions publiques. Alors, première partie de cette séance, je voudrais vous montrer que l'éclatement du chômage, les chômages finalement que nous avions mis en place dans la séance précédente, cet éclatement du chômage, nous allons montrer qu'il amène à renoncer partiellement à le mesurer par un indicateur global unique. Le taux de chômage, le nombre de chômeurs, cela va être quelque chose de trop étroit. Alors, ce qui est important à voir ici, c'est que la crise du chômage va se manifester de façon visible autour des questions de la mesure du chômage. Pour la France, par exemple, cela va être pendant longtemps l'affrontement, en quelque sorte, entre guillemets, entre deux mesures, la mesure au sens du BIT, effectuée par l'INSEE, et l'autre mesure du chômage, le chômage DEFM, des demandeurs d'emploi en fin de mois, et ces demandeurs d'emploi en fin de mois, ils étaient recensés par l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, devenue, depuis, avec la fusion avec l'UNEDIC, devenue Pôle emploi. Donc je vais parler d'ANPE rétrospectivement, en sachant bien sûr que aujourd'hui c'est l'institution de Pôle emploi qui est présente et que l'ANPE a disparu. Alors cela peut se voir sur le graphique suivant, qui vous montre donc l'évolution des deux mesures du chômage, le chômage au sens du BIT en rouge mesuré par l'INSEE en France, et la courbe en bleu qui présente les demandeurs d'emploi en fin de mois de catégorie A, donc ce sont les chômeurs qui cherchent un emploi à plein temps et à durée indéterminée et qui n'ont pas travaillé plus de 78 heures au cours du mois. À l'époque, ce sont les critères. Alors vous voyez généralement la divergence des courbes qui reflète tout simplement la divergence entre les points de vue économiques et sociaux précédemment évoqués, la comptabilisation de la NPE des demandeurs d'emploi en fin de mois repose sur une logique plutôt déclarative des demandeurs d'emploi et non pas sur une logique qu'on pourrait appeler classificatoire à partir d'enquêtes aux critères prédéfinis comme la recherche active, logique classificatoire, étant celle de l'INSEE, la courbe en rouge. Et donc, vous voyez ces deux courbes qui, sauf moment très particulier, donnent finalement deux mesures du chômage. Donc cette mesure DEFM, cette mesure en bleu des demandeurs d'emploi en fin de mois sur une base déclarative, permet, semble-t-il, de mieux appréhender la réalité sociale du chômage relativement aux individus face à la diversification des situations
Il faut voir que dans les années précédentes, dans les années, disons, 70, début ou années 80, on avait une plus grande proximité entre les deux mesures du chômage, le halo du chômage n'étant pas encore formé, comme nous l'avons présenté la fois dernière. Et donc, la mesure même, là je vous présente en bleu la catégorie A des demandeurs d'emploi en fin de mois de la NPE, mais il faut savoir que la NPE était allée jusqu'à avoir 8 catégories de demandeurs d'emploi, reflétant en quelque sorte les intersections du schéma précédent, des intersections précédentes entre emploi, inactivité et chômage. Et donc, on avait, même dans les chiffres des demandeurs d'emploi, une multiplication des situations en prenant en compte ou pas les temps partiels subis, non subis, les situations de formation. Voilà. Seule cette catégorie 1, les demandeurs d'emploi en fin de mois sans emploi, recherchant un emploi à temps partiel et à durée indéterminée, et n'ayant pas travaillé plus de 78 heures au cours du mois, faisait l'objet d'une publication importante de la part de la NPE, constituant ainsi ce qu'on appelait parfois le chiffre officiel des chômeurs. Or, il faut savoir que ce dernier ne représentait plus en 2001 que 47% de l'ensemble des chômeurs déclarés et personnes en temps partiel contraint, c'est-à-dire en sous-emploi, contre 61 en 96, 75% en 81. Ce qui fait que vous avez un éclatement de ce chômage qu'on va retrouver donc dans la multiplication des 8 catégories de chômeurs de la NPE. Pôle emploi, ils sont avec 5 catégories, ils ont réduit, mais on retrouve encore l'idée de ce halo du chômage. Donc finalement, on s'aperçoit que, comme l'ont signalé de nombreux analystes, on s'aperçoit que l'idée, le mythe global du chiffre unique du chômage, c'est quelque chose qui révolue. Ce n'est plus la grande messe, la publication chaque mois des chiffres du chômage, comme à une époque, comme si les chiffres avaient perdu leur pouvoir, leur expression. Et donc, c'est une opinion qui est largement partagée et qui avait déjà été annoncée dès 1986 par un économiste français qui avait été directeur de l'INSEE, un personnage important dont on parlait pour le prix Nobel à une époque. Et donc, Edmond Malinvaud avait fait un rapport sur la mesure du chômage en 1986 et il disait, alors je vous lis, une statistique unique ne peut permettre d'appréhender de façon satisfaisante la réalité et la complexité du marché du travail. Toute l'information souhaitable ne peut pas être résumée en un nombre de chômeurs, quelque soin que l'on ait mis à le définir et à le mesurer. Des données complémentaires doivent donc faire régulièrement l'objet d'une large diffusion publique. Celles-ci doivent renseigner sur l'importance et l'évolution des effectifs se rangeant dans des catégories intermédiaires qui n'appartiennent pas vraiment au chômage, mais en sont proches. Voilà. Donc, peut-être vous signaler aussi que cet exemple français, nous le retrouvons dans la plupart des grands pays développés, où vous avez souvent 2 chiffres du chômage, le chiffre au sens du BIT, qui est mesuré par le bureau statistique du pays correspondant, donc pour nous l'INSEE, et le chiffre du bureau du travail, bon, pour nous la NPE ou Pôle emploi, ou tout équivalent dans un autre pays, et on retrouve cette dualité croissante sur les marchés du travail. Donc, tout ceci débouche sur une moindre sacralisation du chiffre du chômage et sur la création de notions donc, qui viennent compléter le chiffre du chômage. Alors, le sous-emploi est une catégorie dont nous avions parlé la fois dernière, nous l'avions mise en évidence à travers notre schéma là, du halo du chômage. Et donc ce sous-emploi, il renvoie à la sous-utilisation des capacités productives de la population employée, et donc il privilégie avant tout le point de vue économique. Et peut-être moins entendu, me semble-t-il, la notion d'emploi inadéquat. Un emploi inadéquat qui est plus novatrice, car elle renvoie à des appréciations plus qualitatives
et rapproche encore plus du point de vue des individus. Elle renvoie des situations de travail qui diminuent les aptitudes de bien-être des travailleurs par rapport à une autre situation d'emploi, nous dit le Bureau international du travail. Donc c'est un champ, vous voyez, qui est très large, et les situations d'inadéquation de la qualification du travailleur à l'emploi, de durée du travail choisi, subi, par rapport donc aux souhaits de l'individu, les emplois mal payés, voilà, des emplois résultant d'une organisation du travail insuffisante ou d'une faible productivité. Bon, notion intéressante mais immense et finalement extrêmement difficile à mesurer scientifiquement. Et donc, c'est encore le sous-emploi qui est la notion qui vient le plus compléter les chiffres du chômage, et l'emploi inadéquat donne lieu, peut-être pas à un chiffre unique, mais à des mesures avec plusieurs indicateurs, des mesures partielles et complémentaires. Alors, maintenant que nous avons vu cet éclatement du chômage amenant à renoncer partiellement à des... Je projette le plan. Renoncer partiellement à mesurer par indicateur global unique donc le chômage. Nous allons regarder un autre éclatement en conséquence de ce halo du chômage. L'éclatement du chômage brouille les frontières entre le chômage et la pauvreté. C'est un retour sur cette question. Et donc l'emploi, on s'aperçoit, n'est plus la condition suffisante de l'intégration sociale. Alors, il faut voir que l'évolution des sociétés fait que les liens que les individus tissent entre eux constituent le tissu social, et ils déterminent ces liens, le statut social de l'individu, sa position dans la société, c'est-à-dire ses relations avec les autres. Et donc, avec l'évolution des sociétés, dans les sociétés traditionnelles, le statut social d'un individu était fondé surtout sur des critères d'appartenance familiale, religieuse, ethnique, géographique. Et dans les sociétés industrielles dites modernes, c'est-à-dire à peu près, l'expression est employée au tournant du XXe siècle, sans que ces différents critères aient totalement disparu, on s'aperçoit que c'est un statut aujourd'hui pour l'individu qui dépend fondamentalement de sa profession et du travail, voire de la profession, du statut au travail de ses proches, parents, conjoints, principalement. Et donc, on peut dire aussi que depuis plus d'un siècle, le travail est devenu le fondement essentiel du statut social et du lien social. Et alors, par conséquent, pour le thème qui nous occupe, vous apercevez qu'un individu qui perd son emploi, qui se retrouve au chômage et qui n'arrive pas à retrouver un autre emploi, eh bien, c'est un individu qui perd beaucoup plus que son emploi, puisqu'il voit son lien social se distendre progressivement. Alors, vous avez deux grands sociologues en France qui ont étudié cette question et qui ont proposé à peu près la même idée. Alors, c'est le sociologue tout d'abord Serge Paugam, P-A-U-G-A-M, qui a étudié le rôle du chômage dans la rupture du lien social. Alors lui, il distingue un processus en 3 étapes, un processus qu'il appelle un processus de disqualification sociale. Donc il voit 3 étapes, si on va jusqu'au bout, au fond du trou, si vous voulez. La première étape, c'est la fragilisation d'individus. C'est-à-dire qu'avec le chômage, les difficultés se multiplient en termes de revenus, de perte d'employabilité. L'individu est donc fragilisé, son employabilité est dégradée, il peut être découragé, résigné, chercher moins activement du chômage. À cette première étape de la fragilisation, Paugam distingue une deuxième étape qu'il appelle la dépendance. Donc, le maintien de la situation de chômage installe l'individu dans un statut, disons, d'assisté vis-à-vis des membres de sa famille qui travaillent, et de manière générale, assisté vis-à-vis d'organismes sociaux, publics et privés,
Donc c'est lié ceci à la prise en compte par Pogam du chômage de longue durée, voire de très longue durée, et qui produit ce phénomène de dépendance. Apparaît parfois un sentiment de culpabilité, d'amertume, qui peuvent conduire l'individu à distendre ses relations avec autrui, et donc ce lien social mécaniquement se distend. Et le contact avec les travailleurs sociaux également représente souvent le dernier moyen pour maintenir une vie sociale. Donc, première étape, la fragilisation de l'individu suite à la perte d'emploi. Deuxième étape, la dépendance. Troisième étape, parfois, malheureusement, l'exclusion. Et donc, Pogam nous dit que la succession des échecs finit par conduire l'individu à éviter lui-même tout contact avec la société, y compris avec sa propre famille. Et donc c'est souvent l'occasion d'une rupture d'un lien familial. Et donc le sentiment d'échec et d'inutilité conduit à la vision négative que l'individu a de lui-même et que la société a de lui. Et donc il y a ce qu'on appelle une disqualification sociale. L'individu est exclu et en même temps il s'exclut. Et donc le lien social non seulement s'est délité, mais de plus en plus, le lien social, on peut dire, il aboutit à une situation où il est rompu. Voilà. Et donc, voilà comment Pogam rend compte de cette séquence chômage de longue durée, chômage de très longue durée, et ne se cantonne pas uniquement aux aspects économiques d'emploi perdu et où vous retrouvez éventuellement, mais intègre une logique sociale par rapport à la question du lien social et donc de l'éventuelle exclusion. De façon similaire et à peu près concomitante, c'est le sociologue français Robert Castel qui, lui, va parler d'un processus de désaffiliation. Et un processus de désaffiliation qui conduit à une double rupture du lien social. Alors, une rupture socio-familiale, suite à un divorce ou à un décès d'un proche, et une rupture également avec le monde du travail consécutive au chômage. Et donc, Pogam nous dit Castel nous dit que les individus désaffiliés sont donc en situation de double exclusion, marginalisation sociale et mise à l'écart du monde du travail. Alors on peut peut-être le visualiser sur un graphique. Voilà. Donc, vous voyez, vous retrouvez les deux dimensions dont parlait Castel. Un premier axe vertical où l'individu en haut peut être fortement intégré par le travail. Et donc, si vous descendez l'axe rouge vertical, on va vers de moins en moins d'intégration par le travail, donc d'exclusion du travail. Il croise ça avec un deuxième axe d'intégration socio-familiale, appelle-t-il, donc où on passe de la gauche une non-intégration socio-familiale à la partie droite de votre axe horizontal, une intégration socio-familiale. Et donc, la position d'un individu, en quelque sorte, se lie comme à la bataille navale, finalement, avec l'intersection d'une abscisse et d'une ordonnée. Et donc, vous voyez que dans le cadran en haut à droite, notre individu est intégré par le travail, est intégré dans des relations socio-familiales, c'est la situation d'intégration socio-familiale et sur le marché du travail. Et à ce moment-là, si notre individu perd son emploi et se retrouve au chômage, il va descendre, il va être moins intégré si on regarde sur l'axe du travail, mais il n'y a pas de raison a priori que simultanément ils connaissent une moindre intégration socio-familiale. Et donc il y a un début de désaffiliation, mais simplement par rapport à l'axe travail, il perd son emploi, et donc c'est la catégorie, le mot qui apparaît, il est licencié, il a perdu son emploi. Et ce que nous dit Castel, finalement comme Pogam, c'est que le temps passant, si le chômage devient un phénomène qui dure, le retour à l'emploi ne se fait pas, si on a du chômage de longue durée, voire de très longue durée, et bien à ce moment-là, vous allez avoir des processus
de perte d'intégration socio-familiale, voire d'individus qui s'auto-excluent de certaines situations socio-familiales. Cela peut se cumuler avec une situation de divorce, et non pas de divorcer, je ne m'étais pas rendu compte de l'accent. Donc on peut connaître, c'est assez fréquent statistiquement, au bout d'un moment, la perte d'emploi va se cumuler avec des divorces ou des séparations. Le mariage ou le pacte, de ce point de vue-là, ne sont pas différents. Et à ce moment-là, on tend d'un processus d'intégration en haut à droite vers une situation d'exclusion dans le cadran, plutôt donc en bas, et à gauche sur le schéma. Et donc, avec ces deux analyses, celle de Pogam de la disqualification sociale et celle de Castel quant à la désaffiliation, on voit que le chômage est certes un fléau collectif, mais également un drame individuel, et il s'apparente, quand le processus est intégralement suivi, à une sorte de mort sociale. Alors, fort heureusement, tous les individus ne suivent pas intégralement ces deux processus de disqualification et de désaffiliation, heureusement. Donc, mais c'est quand même intéressant de voir comment l'articulation entre la catégorie économique du chômage et de l'emploi et des catégories plus sociales ou socio-familiales se font grâce à ces analyses. Et ces deux analyses aussi sont concomitantes du développement d'un phénomène qu'on avait appelé à la fin des années 80, donc la nouvelle pauvreté, les nouveaux pauvres, une nouvelle forme de pauvreté, c'est-à-dire non plus la pauvreté héritée des temps anciens, de génération en génération, pauvreté héritée que finalement la protection sociale, l'État-providence, années 50, 60, 70, était en train de faire reculer, et à la fin des années 70, certains calculaient à partir de combien il restait d'années pour avoir éradiqué complètement cette pauvreté. Et en fait, avec la montée des formes particulières d'emploi, le chômage de longue durée, de très longue durée, ce mouvement a été stoppé, comme si la protection sociale était impuissante à traiter ces nouvelles formes de pauvreté. Et on est passé d'une pauvreté donc héritée à une pauvreté acquise, disent les chercheurs en sciences sociales. Et donc les deux processus que nous avons vus là vous montrent bien finalement l'acquisition de la pauvreté par disqualification à la Pogam, par désaffiliation à la Castel, mais bon, c'est finalement la même chose. Finalement, les deux auteurs livrent une même analyse en termes de processus. Et c'est également, alors en France, ça débouche sur l'expression de travailleurs pauvres, au sens où on s'aperçoit que les gens en situation de pauvreté sont en partie des chômeurs, mais souvent aussi des travailleurs et qui ne gagnent pas assez, qui sont des actifs occupés, donc qui n'ont pas des ressources suffisantes pour échapper à la pauvreté, voire à la misère. Et donc à ce moment-là, travailleurs pauvres, et quelques années avant la France, c'est un phénomène qu'on avait vu dans le monde anglo-saxon, en particulier aux États-Unis, avec les working poor, l'expression, voilà, donc travailleurs pauvres, working poor, travailleurs pauvres, et la traduction quasi littérale. Voilà. Et donc, vous voyez, la question du chômage avait été de plus en plus rattachée à la question de l'emploi. Et finalement, depuis les années 80, il y a un glissement et un retour de cette situation de chômage rattachée à la pauvreté, mais pas exclusivement, puisqu'une partie des travailleurs les moins rémunérés ou les plus précaires ou à temps le plus partiel se retrouvent raccrochés aussi à cette catégorie de pauvreté qui avait été notre point de départ finalement de ce grand 1. Donc c'est en partie, mais quand même un retour assez désespérant à des périodes qui, par certains côtés, ressemblent au XIXe siècle. Bon, alors il ne faut pas non plus faire un misérabilisme complet, puisque
La grosse différence quand même, c'est que l'État-providence, même s'il est à la peine, même s'il a des difficultés, des lacunes, il apporte une protection sans commune mesure avec la charité des dames patronesses et des églises du XIXe siècle. Je crois que là, il n'y a quand même pas photo, comme on dit. Il ne faut pas non plus tout jeter avec l'agacement face à la situation du chômage et de la pauvreté. Voilà, il suffirait d'enlever la protection sociale pour qu'on se rende compte qu'elle existe, parce qu'on l'a peut-être un peu trop oubliée. Alors, ici, ça nous amène finalement à la conclusion de cette première partie. Et donc, en guise de conclusion, on peut voir donc qu'on assiste à un processus en partie inverse de celui qui avait débouché à l'invention du chômage. Ce dernier, donc, on l'avait présenté, il a consisté notamment à dépasser la typologie des individus en fonction de leurs caractéristiques propres, et cela avait amené à construire une entité macroéconomique et macro-sociale, le chômage, au-delà des situations particulières. Et ça avait amené à des analyses économiques, sociologiques sur le phénomène de chômage. Et on a vu que finalement, on a l'inversion de ce processus, où on passe finalement de la catégorie globale du chômage à des chômages, ou recours à des groupes cibles, aussi bien pour l'intervention publique au niveau central et plus encore au niveau des offices locaux, les agences de Pôle emploi complètent les statistiques et les catégories officielles par des classements qui leur sont propres pour essayer de repérer au plus près les types de populations et avec qui ils sont en contact et essayer de voir les types d'actions qu'ils pourraient mener au plus près des situations sociales individuelles. Et donc ces évolutions marquent finalement un certain retour de la localisation, de l'individualisation de l'intervention publique, sans qu'on soit non plus, je l'ai déjà dit, sur un retour pur et simple au XIXe siècle. Alors, c'est ce qu'on avait appelé la macroéconomie du chômage et les politiques de l'emploi global qui sont ainsi fragilisées aujourd'hui depuis quelques décennies. Puisque les grandes politiques de l'emploi global face à un chômage assez monolithique finalement sont à la peine, on assiste à un retour de la microéconomie du chômage et au niveau empirique à ce qu'on appelle une microéconométrie, c'est-à-dire une micro-mesure des situations, une tentative de faire des mesures plus fines des différentes situations, peut-être pas individuelles, mais en tout cas par petits groupes multiples et variés. Et donc les travaux aujourd'hui en microéconomie du chômage se centrent de plus en plus sur les trajectoires des individus, et beaucoup moins sur l'évolution des agrégats comme le taux de chômage qui est beaucoup trop global et beaucoup trop pauvre finalement en intervention, en signification, aussi bien pour ceux qui font les études que pour les décideurs qui essaient de mener des politiques du chômage. Et donc ces approches microéconomiques du chômage visent à cerner au plus près l'employabilité des personnes et des chômeurs. Le risque, c'est qu'en s'intéressant directement aux individus, l'économie bute aussi sur ses propres limites. Et donc, pour comprendre le chômage de longue durée, l'exclusion, on ne peut dissocier les dimensions économiques des autres dimensions sociales. On l'a vu avec Pogam et Castel. Et donc, cela veut dire que l'économie seule ne suffira sûrement pas pour donner les clés de la résolution de cette nouvelle question sociale. Alors, c'est non seulement l'économie dans sa version macroéconomique qui est affectée, mais il semblerait également que la crise du chômage ébranle également une certaine sociologie, une certaine macro-sociologie. Et donc, ce seraient peut-être les grandes catégories macro-sociales qu'on avait l'habitude d'entendre, de voir manipuler, voire de manipuler nous-mêmes, dont la pertinence serait remise en cause par les mutations sociales qui sont à l'œuvre.
Et donc le phénomène de l'exclusion, du fait de la grande hétérogénéité des individus qu'il touche, cela illustre le fait que, comme le dit l'historien et sociologue, professeur au Collège de France, Pierre Rosanvallon, il nous dit « ce ne sont plus des entités collectives qu'il faut décrire, mais des parcours individuels ». Et en effet, ajoute Pierre Rosanvallon, l'approche statistique classique, c'est-à-dire les catégories socio-professionnelles de l'INSEE, ou les classes même au sens de Marx, eh bien, ce sont des catégories inadéquates à la compréhension des phénomènes d'exclusion. Et donc, il y a une montée de ce qu'on appelle, depuis quelque temps, l'individualisation du social. Donc, ainsi, se dessine peut-être l'enjeu fondamental pour l'intervention publique, et comme le note encore Pierre Rosanvallon, si l'efficacité des politiques sociales impose de considérer les individus dans leur singularité, ne risque-t-on pas, nous dit-il en retour, de transformer l'État-providence en une instance de gestion et de contrôle des comportements individuels? Et donc une transformation de la nature de cet État-providence essayant de pourvoir à la protection contre les risques sociaux de l'existence pour les populations. Et donc l'invention de la catégorie de chômage avait permis d'objectiver un petit peu dans tout ce paragraphe que nous avons suivi une communauté de destin pour en faire un traitement collectif, et la nécessaire individualisation du social qui semble se dessiner aujourd'hui, alors qui peut marquer un progrès aussi bien en termes d'efficacité que de dignité, si l'objectif est de sécuriser les trajectoires des individus. Alors, il y a un danger peut-être de revenir à des politiques plus centrées sur l'individu qui pourraient laisser donc revenir des politiques un peu moralisantes, voire répressives. Et donc la déconstruction du chômage, du fait de la multiplicité des situations et des trajectoires, laisse l'intervention publique assez désemparée et à la croisée des chemins. Et c'est ce qu'on constate depuis une bonne quinzaine d'années. Les politiques de l'emploi semblent inopérantes et donc on cherche ici ou là des expériences. Peut-être regarder dans la presse autour de ce qui se fait aujourd'hui, autour des expérimentations, dont on se demande s'il va y avoir une généralisation, chercher territoire zéro chômeur de longue durée. Il y a donc des départements ou des bassins d'emploi qui ont essayé d'expérimenter là des choses. Et donc, si vous voulez avoir une idée de la tournure que prennent des politiques de l'emploi aujourd'hui, plus centrées sur des individus ou des groupes d'individus localement affectés, vous pouvez regarder par exemple ces expériences dites de territoire zéro chômeur ou zéro chômeur de longue durée surtout. Bien, donc ceci termine cette première partie sur le chômage, cette fresque historico-socio-économique autour de la notion de chômage. Et dans une deuxième partie, lors du prochain cours, nous changerons l'angle d'attaque et nous rapprocherons un petit peu plus de l'histoire de la pensée économique que nous avions mis un petit peu en sommeil, et nous passerons sur un paragraphe où nous essaierons de voir des analyses théoriques du chômage, c'est-à-dire comment quelques grands courants de pensée regardent le chômage et proposent une analyse et peuvent inspirer éventuellement des tentatives de politique de l'emploi. Alors cette nouvelle partie, nous ne la commencerons pas le 15 décembre, puisque je ne ferai pas cours le 15. Voilà, c'est la fin de semestre, et avec les étudiants aussi à la prépa où j'enseigne, c'est un petit peu compliqué dans le contexte actuel, et donc il y a pas mal de choses, des salons virtuels organisés, donc je suis un peu au four et au moulin, et donc je ne pourrai pas construire une vidéo voilà, dans les temps. Je ne suis pas sûr de pouvoir assurer sur le mardi 15, donc je préfère neutraliser la séance.
Et donc, je vous reverrai début janvier, probablement encore un petit peu distancé, mais j'espère le plus vite possible dans les conditions de l'hôtel à Séméac, qui finalement était une belle organisation et qui, je crois, permettra de revenir dans des conditions où on pourra se rencontrer, autrement qu'à travers l'Internet, qui est malgré tout une solution intéressante, et dans des conditions sanitaires qui me paraissaient extrêmement bien pensées. Voilà, donc on s'adapte sans rouganier, sans donner de leçons, hein. Ça ne manquons pas d'experts, hein. Il y a 66 millions d'experts, vous l'avez compris, en France. Donc il faut rester modeste et donc dès que nous pourrons nous retrouver, ce sera avec plaisir. Et donc d'ici là, même si c'est un peu tôt aujourd'hui en début de mois, je vous souhaite de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, mais prenez aussi du bon temps avec vos proches. Et je vous dis donc à très bientôt, à début janvier, sous une forme ou sous une autre, par un canal ou par un autre. Voilà. Et donc aussi, je vais dire au revoir.